Alors, sans plus tarder, Marika, à toi la parole. Merci d'être parmi nous. Excellent. Merci Frédéric. Bonjour à vous tous, puis merci d'avoir pris votre heure de dîner, en fait, pour assister à ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des approches innovantes pour la réadaptation après un AVC pour le membre supérieur. En gros, les approches innovantes, ça offre plusieurs possibilités pour améliorer la fonction du membre supérieur parétique à la suite d'un AVC. Ma présentation va porter sur le développement, l'évaluation de la faisabilité puis de l'efficacité de différentes approches innovantes en réadaptation. Puis je vais vous parler plus spécifiquement de la réalité virtuelle, des capteurs portatifs et puis de la danse. Voici un bref aperçu de ma présentation. Je vais faire tout d'abord une mise en contexte. Je vais vous parler de la vision pour mon programme de recherche. Je vais vous parler des projets passés puis des projets actuels, mais j'ai choisi de ne pas vous présenter tous mes projets, puis pas les présenter non plus de façon chronologique, mais plutôt de les représenter par thématique. Puis puisque la majorité d'entre vous sont des cliniciens et des cliniciennes, mais je voulais vous donner plus un aperçu de mes travaux avec les messages clés qui sont à retenir pour la pratique clinique, plutôt que vous parler des méthodologies en détail que j'ai utilisées. Si vous voulez en apprendre plus sur ces méthodologies, n'hésitez pas à me poser des questions. Finalement, je vais terminer par vous parler des opportunités et puis des défis, des approches innovantes, puis de mes futures orientations de recherche. Et voilà. Frédéric vous a parlé brièvement de mon parcours, mais ma journée a commencé à l'Université de Montréal avec mon bac en ergothérapie. Puis ensuite, j'ai travaillé comme clinicienne, comme ergothérapeute à l'hôpital Chef de réadaptation. D'ailleurs, j'ai plusieurs collègues qui sont ici, fait que je vous salue. Maîtrise et doctorat à l'Université McGill, mon postdoc à l'Université of Southern California. Puis depuis le mois d'août, je suis professeure et puis chercheur au CRI-RUA-DPM, puis prof à l'Université de Montréal. Pour vous offrir une brève mise en contexte de mes travaux de recherche, ma programmation de recherche touche la réadaptation du membre supérieur, le bras et la main, à la suite d'un AVC. Ce qu'on sait à propos de la récupération motrice après un AVC, c'est qu'une forte majorité de personnes qui ont eu un AVC éprouvent des difficultés motrices au niveau du membre supérieur, et qu'environ 55 à 75% des gens demeurent avec des incapacités motrices dans la phase chronique de l'AVC, malgré avoir reçu des services de réadaptation intensifs. Je ne vous le cacherai pas, la récupération sensorimotrice, c'est complexe et multifactoriel. Mais en capitalisant sur la capacité inhérente du cerveau à la plasticité, les interventions de réadaptation qui sont intensives, répétitives et puis significatives sont des ingrédients clés pour la récupération de la fonction motrice des membres supérieurs après un AVC. Par contre, il y a quelques défis dans notre modèle actuel de soins pour la réadaptation. Tout d'abord, nos évaluations et les traitements qu'on utilise sont généralement effectués dans des contextes cliniques vraiment hautement structurés, ce qui limite le transfert des apprentissages faits en thérapie dans la vie de tous les jours. La recherche faite avec des modèles animaux, puis avec les humains, suggère l'importance d'offrir des services de réadaptation avec une haute fréquence et haute intensité, qui incorporent ces activités significatives. Par contre, il y a un défi important dans la réadaptation neurologique sur notre capacité à offrir ces traitements-là de haute intensité pour favoriser la récupération. C'est là que les nouvelles avancées technologiques puis des approches innovantes peuvent nous offrir différentes possibilités pour nous aider à résoudre ces défis-là. La vision de mon programme de recherche, c'est vraiment d'atteindre le potentiel maximal de récupération motrice pour les gens qui ont une atteinte neurologique. Mes travaux s'appuient sur les progrès de la technologie en santé, puis sur des approches innovantes pour soutenir l'évaluation précise des membres supérieurs, puis la mise en œuvre d'interventions de réadaptation qui sont intenses, personnalisées, puis holistiques. Plus précisément, mon programme de recherche s'articule autour de 3 axes complémentaires, soit l'évaluation des membres supérieurs, les mécanismes qui sont sous-jacents à la récupération motrice, puis finalement, les interventions qui utilisent des nouvelles technologies ou des nouvelles approches. Et pour vous parler précisément de l'évaluation des membres supérieurs. Un de mes intérêts de recherche vise la qualité de mouvement. La qualité de mouvement, pourquoi on veut évaluer ça en clinique ou en recherche? Mais c'est que ça nous permet de distinguer les mouvements compensatoires de ce qu'est une récupération. Ça permet aussi aux cliniciens de faciliter les décisions cliniques
Puis ça permet d'offrir plus de sensibilité à détecter des changements qui pourraient être subtils, mais qu'on pourrait manquer si on ne regarde pas la façon dont les gens bougent dans la vie de tous les jours. Comment on a fait ça pour regarder la qualité de mouvement? C'est qu'on a fait une revue structurée des outils de mesure qui évaluent spécifiquement la fonction des membres supérieurs en neurologie. Et ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qu'évalue nos mesures cliniques? Puis est-ce qu'ils évaluent la qualité de mouvement ou est-ce qu'ils considèrent même comment les mouvements sont faits? À ma grande surprise, la majorité des outils de mesure qu'on utilise en clinique et en recherche ne capturent pas adéquatement la qualité de mouvement. On a seulement trouvé 2 outils de mesure qui évaluent ça. Puis, la majorité de nos outils, en fait, évaluent la capacité à compléter une tâche, puis avec très peu de considération par rapport à la façon dont les mouvements sont exécutés. Si je vous donne un exemple du box and blocks, bien, on vient compter combien de blocs la personne fait, mais elle peut utiliser plein de mouvements compensatoires au niveau du tronc. Ça, ce n'est pas pris en considération quand on a un score de la personne est capable de faire 20 blocs du côté droit, 40 du côté gauche. Donc, ce que ça nous suggère, c'est que les améliorations qui sont mesurées seulement avec des outils d'auto-perception, comme des questionnaires ou des tâches qui sont chronométrées, devraient être interprétées avec prudence quand notre objectif est de statuer sur la qualité des mouvements. Une autre façon d'évaluer les membres supérieurs, c'est l'utilisation de capteurs portatifs. Et que les capteurs portatifs permettent d'évaluer la performance motrice, c'est-à-dire comment les gens utilisent spontanément, par exemple, leurs membres supérieurs par éthique dans leurs activités quotidiennes à l'extérieur des milieux cliniques. La performance motrice, c'est vraiment ce que la personne fait dans la vie de tous les jours. Puis ça diffère de la capacité motrice, qui est ce que la personne peut faire souvent quand on l'évalue en clinique, à l'aide de tests standardisés. Même chose si je demande à la personne en termes de capacité, quelle est votre force maximale de préhension? Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là veut utiliser sa force maximale dans la vie de tous les jours pour les activités. Qu'est-ce que les capteurs portatifs, ça évalue l'accélération puis l'orientation? Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui vont dire « Oui, mais vous venez de me parler de la qualité de mouvement, mais les capteurs portatifs, ils ne captent pas les mouvements compensatoires. » Oui, en effet, mais on se base sur des travaux qui ont été récemment publiés, qui proviennent du laboratoire de Catherine Lang aux États-Unis, qui ont démontré des corrélations modérées entre les mouvements compensatoires qui sont observés et les variables mesurées avec les capteurs portatifs. Et malgré tout, les capteurs permettraient de nous donner une idée de la façon dont les personnes fonctionnent dans la vie de tous les jours. Donc, pour nous aider à guider notre prise de décision sur les capteurs portatifs, notre équipe de recherche a effectué une revue de la portée pour identifier quelles sont les données psychométriques des capteurs qui sont utilisés chez les gens avec un AVC. Ce graphique-là démontre le nombre de publications qui ont été évaluées pour regarder le membre supérieur, le membre inférieur ou la marche ou la mobilité, et puis l'intensité d'activité physique. Ce qu'on regarde en regardant ça, ce qui n'est pas surprenant, c'est que la majorité des études, 50%, utilisent les capteurs portatifs pour évaluer la mobilité. On peut juste penser à une Fitbit qui permet de capturer le nombre de pas qu'une personne fait, par exemple. Pour les membres supérieurs, on a seulement trouvé 17 études qui ont regardé les données psychométriques des capteurs. Puis la majorité des capteurs étaient des capteurs de type recherche. Donc, vraiment pas facile à utiliser dans la pratique clinique. Ces études-là ont utilisé un compte de mouvement, un peu comme proxy pour l'utilisation du membre supérieur. Nos résultats ont aussi permis de mettre en lumière que, comme souvent en réadaptation, on évalue et puis on traite le membre supérieur puis le membre inférieur de façon séparée, puis qu'on n'a trouvé aucun système qui permettait de capter simultanément la performance motrice des bras puis de la mobilité en même temps. Un peu pour adresser ça, notre équipe a donc collaboré avec une petite entreprise en Californie, avec Flint Rehabilitation, pour évaluer la précision d'un système commercial de senseurs, avec le MIGO. Je vais vous montrer. On a ici une montre qui permet de capter les mouvements du membre supérieur. On a un capteur qu'on peut apposer soit sur le côté de la cheville, sur le côté du soulier, sur le bas ou sur une bande élastique. Ça permet de capter
le nombre de pas d'une personne, puis le pourcentage en phase d'appui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé ces systèmes-là, qu'on a évalué la précision du système MIGO comparé à des mesures clés. Pour le membre supérieur, on a utilisé des enregistrements vidéo des mouvements qui sont faits par la personne. Puis pour la marche, on a utilisé des enregistrements vidéo pour compter le nombre de pas. Puis on a aussi utilisé un système de capteur de mouvement pour le membre inférieur. Nos résultats ont montré une bonne précision du système MIGO chez un échantillon de participants qui avait vraiment un large éventail de déficiences motrices. À peu près entre 85 et 88 de précision pour les membres supérieurs, puis entre 90 pour la symétrie de la marche, puis 96 pour le nombre de pas. Et par la suite, on a décidé de sortir d'un laboratoire puis d'évaluer est-ce que c'est possible d'utiliser ces capteurs-là à la maison. Et que ça, on a fait cette étude-là chez des AVC en phase chronique. Pendant 7 jours à domicile, on a demandé aux gens de porter les senseurs pendant 12 heures par jour. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos résultats ont vraiment confirmé la faisabilité à court terme. On a eu 88 de nos jours de collecte de données qui étaient valides, malgré quelques problèmes techniques. Par exemple, on a eu des patients qui ont oublié de porter le senseur ou certains ont même choisi une journée de ne pas le porter. Ça ne leur tentait pas. Il y en a qui ont oublié. Donc, quelques problèmes techniques aussi qui ont eu. En termes de sécurité, on a eu 3 participants qui ont rapporté de l'inconfort au niveau du bracelet, 2 qui en ont rapporté au niveau de la bande élastique sur laquelle on mettait le senseur. Mais de façon générale, la satisfaction était très grande. Enfin, nos participants nous ont rapporté que juste le fait de porter les capteurs les ont motivés à participer, à bouger davantage parce qu'ils savaient qu'on allait avoir leurs données par la suite. Dans une analyse qualitative de l'expérience de nos participants, il y a 3 points clés qui sont ressortis. Les participants nous ont parlé des bénéfices qu'eux ont perçus des capteurs portatifs pour encourager l'utilisation de leur membre supérieur par éthique. Ils nous ont aussi parlé qu'ils aimeraient obtenir de la rétroaction, mais pas juste vous avez bougé pendant 15 minutes votre bras durant toute la journée, puis votre bras moins atteint, vous l'avez bougé pendant 4 heures. Ils voulaient que la rétroaction soit donnée par rapport à leurs objectifs individuels. Puis finalement, les participants, ils ne veulent pas juste utiliser les capteurs portatifs seuls, ils veulent vraiment utiliser ça conjointement avec les soins de réadaptation. Puis ils ont rapporté l'importance des thérapeutes pour les aider à trouver des façons d'incorporer, par exemple, le membre supérieur dans les activités quotidiennes, de résoudre des problèmes, et puis aussi de les aider à se responsabiliser. Juste le fait de savoir qu'un thérapeute va regarder comment ils performent, ça les encourageait à rester motivés puis à bouger plus. Je vous amène maintenant sur mon deuxième axe de recherche qui vise les mécanismes pour la récupération motrice. Je vous ai parlé en ouverture que les interventions de réadaptation qui sont intensives, répétitives et pertinentes sont des ingrédients clés de la récupération après un AVC. Par contre, la façon dont chacun de ces ingrédients clés-là interagissent ensemble, puis les mécanismes sous-jacents sont encore très méconnus dans la littérature. Les cliniciens et les chercheurs reconnaissent aussi le rôle de plusieurs facteurs, outre que la capacité motrice, qui contribuent à la récupération motrice. Je vais vous parler, j'ai choisi un projet pour illustrer cet axe-là, puis on s'est intéressé à la perception des gens avec un AVC sur les facteurs qui influencent leur récupération motrice. Et à l'aide d'entrevues semi-structurées, on a identifié 3 grandes catégories qui influencent leur perception de qu'est-ce qui fait qu'ils ont récupéré ou non, soit la personne, l'environnement et la tâche ou l'activité. Dans cette figure-ci, ce que vous voyez, c'est vous avez les 3 thèmes principaux au centre, puis ensuite, vous avez nos sous-thèmes autour. Puis la taille des caractères vraiment représente la fréquence à laquelle les sous-thèmes ont émergé de nos entrevues. Et je veux porter votre attention sur quelques sous-thèmes, tels que l'état d'esprit d'une personne, qui était vraiment le facteur le plus important que nos participants nous ont rapporté, leur désir d'être autonome, puis de participer à des activités qui sont significatives, puis le rôle de l'environnement social et puis physique sur la récupération motrice.
Fait que ces facteurs-là, pour certaines personnes, agissaient comme des facilitateurs. Fait que le fait de vouloir être autonome les poussait à bouger plus, ce qui les a encouragés à s'améliorer davantage. Dans d'autres cas, par exemple, l'environnement physique, le fait qu'ils vivent dans une maison avec des escaliers ou le fait que leur quartier est plus ou moins sécuritaire le soir, peut agir comme une barrière. Et que pour la recherche, ces résultats-là offrent une piste de départ pour évaluer plus en profondeur chacun de ces facteurs-là. Pour la pratique clinique, ces résultats-là illustrent l'importance d'une approche qui est personnalisée, holistique, vraiment globale, puis centrée sur la personne, puis l'importance aussi d'impliquer le patient dans la prise de décision quand on fait de la réadaptation. Nos recommandations pour la pratique clinique et la recherche sont résumées dans cette figure-là. Je ne vais pas aller en détail, mais si vous êtes intéressé à en avoir une copie, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous la partager. Je vais maintenant vous parler de mon troisième axe de recherche, qui est les interventions à l'aide de nouvelles technologies et puis d'approches innovantes. Je vais vous parler en détail de la danse, de la réalité virtuelle et puis des capteurs portatifs. Je vais vous en parler encore un peu plus. Pour commencer, je vais vous parler de la danse. Si j'y étais allée de façon chronologique, en fait, j'aurais commencé comme ça. La danse, c'est une de mes passions dans la vie de tous les jours, puis c'est vraiment une activité que je fais à l'extérieur. Puis c'est ce qui m'a donné le goût de commencer à faire de la recherche. Puis mon premier projet de recherche, c'était quand j'étais clinicienne à l'hôpital Juif de réadaptation. J'ai eu l'idée d'utiliser la danse comme une approche en réadaptation à l'interne chez les gens en phase subaiguë d'AVC. Donc, comme clinicienne, j'ai développé une intervention par la danse que je vais faire 2 fois par semaine pour 4 semaines chez nos participants. Puis ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que la danse est faisable et réaliste. Ça peut être adapté en fonction des besoins de chacun. Puis je pense que ça, c'est notre spécificité en tant que clinicien, c'est notre capacité à adapter les activités pour la personne. Ça offre aussi beaucoup de temps de traitement direct parce qu'on peut faire cette modalité-là en groupe. Je vous dirais que dans mon expérience, on avait à peu près un ratio de 3 à 4 participants par thérapeute. Fait que si on avait un gros groupe, bien là, on avait besoin d'étudiants ou d'autres ressources humaines pour aider à gérer ça. Puis la danse, en fait, ça nécessite peu d'équipement. Souvent, un radio avec la musique, notre téléphone avec un haut-parleur, puis peu d'espace. Nous, on faisait ça dans un petit coin d'une salle de traitement avec un lit thérapeutique puis quelques chaises. Maintenant, je collabore avec ma co-chercheure principale, Lucie Baudry. Ce qu'on vise à faire, c'est faire une version, on vise à adapter le programme GRASP en version dansée. Qu'est-ce que le programme GRASP? Probablement que la majorité d'entre vous le connaissez déjà. Fréquemment utilisé en clinique, c'est un programme auto-administré qui est basé sur la pratique intensive et répétitive du mouvement. Ça permet aussi d'encourager l'utilisation du membre supérieur dans les activités quotidiennes. Ça compose 5 sections, soit des étirements, renforcement du bras et de la main, la coordination puis de la manipulation. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est à co-créer le GRASP Dance. Fait qu'on veut garder tous les composantes fondamentales du GRASP, mais transformer ça en version dansée. Fait qu'on aurait des capsules vidéo que les gens peuvent visionner. Puis, ça leur permet de faire les exercices du programme, mais d'une autre façon, pour permettre de favoriser la motivation, l'engagement, le plaisir de danser tout en faisant nos exercices. Fait que ça, c'est un projet qui est en cours. Fait qu'on travaille avec une équipe de cliniciennes et puis de chercheuses. On a 4 ergothérapeutes de l'URDPM, de l'hôpital Juif de réadaptation, puis de l'hôpital de réadaptation Villa Médicale. Fait qu'on est présentement, on a terminé nos 4 premiers groupes de discussion pour développer le contenu. Et on se prépare à faire la mise à l'essai avec 2 participants AVC. Éventuellement, on va raffiner le contenu, puis on veut produire des capsules vidéo pour finalement évaluer la faisabilité. De quoi le programme va avoir l'air, c'est que 6 jours par semaine pendant 1 heure, les gens vont avoir accès à des vidéos, un programme personnalisé parce que le GRASP a 3 niveaux de difficulté. Même chose, on va faire des capsules vidéo à différents niveaux de difficulté. Les gens vont pouvoir faire ça à la maison 1 heure par jour sur leur programme personnalisé. Puis ensuite, 1 heure par semaine, on va faire une rencontre de groupe parce que les gens vont fixer leurs objectifs. On va pouvoir ajuster le niveau de difficulté des activités, puis on va aussi danser ensemble. Oups, attendez.
Une fois que le contenu va être développé, on prévoit tester, oui, la faisabilité avec un petit échantillon de participants, puis éventuellement, notre but, c'est de faire une étude clinique à grande échelle. Là, je passe maintenant à la réalité virtuelle. Et quand on parle d'approche innovante, maintenant, je vais vous parler des travaux que j'ai faits pendant mon doctorat en lien avec la réalité virtuelle. Ces travaux-là ont été faits sous la supervision de professeur Mindy Levin, qui est une pionnière dans le domaine de la réadaptation virtuelle. En utilisant une conception qui était centrée sur l'utilisateur, on a développé une intervention de jeu sérieux en 2 dimensions, en étroite collaboration avec des partenaires de l'industrie, des cliniciens puis des experts en contrôle moteur. Notre intervention de réalité virtuelle était spécifiquement conçue pour complémenter les soins de réadaptation, pour être offerte en supplément. L'intervention incluait 2 tâches. Vous avez ici le Smash Blocks, que les gens devaient frapper le plus rapidement possible des blocs d'une couleur donnée. Puis on avait Shopper's Delight, où est-ce que les participants devaient récupérer des articles sur une liste d'épicerie à travers différentes allées d'épicerie. L'application, elle fonctionne avec la caméra Kinect 2, qui permet aux gens de bouger sans avoir besoin de tenir une manette dans leurs mains. Puis les tâches, ça ciblait des principes d'apprentissage moteur. Ça impliquait des tâches qui étaient unimanuelles puis bimanuelles aussi. Puis ils mettaient à l'épreuve la prise de décision, l'attention, le balayage visuel puis la mémoire de travail. Parce que ça, vous allez souvent voir chez Ergo, fait que c'est rare que je fais juste une chose. Souvent, les interventions que je fais incorporent plein de différents éléments différents. Fait que suite au développement de l'intervention, on a ensuite testé la faisabilité du programme de jeu sérieux avec une étude à 2 vues mixtes. On a examiné plus en profondeur la satisfaction des usagers, l'utilité et puis la sécurité de l'intervention de réalité virtuelle pour la réadaptation post-AVC, du point de vue de 2 utilisateurs clés, soit des cliniciens et des cliniciennes, puis des participants qui ont eu un AVC. Les résultats nous ont confirmé un niveau de satisfaction élevé des participants puis des personnes avec un AVC. Ils ont aussi perçu l'utilité clinique de ce programme-là. Ça, ces résultats-là sont cohérents avec d'autres études antérieures qui indiquent que les thérapeutes perçoivent l'utilisation des systèmes de réalité virtuelle comme largement pertinent pour la réadaptation après un AVC. Nos résultats nous ont aussi montré que l'intervention était motivante, encourageant un grand nombre de répétitions de mouvements avec un niveau minimum de fatigue. Enfin, notre intervention était jugée sûre et sécuritaire parce qu'on n'a eu aucun effet indésirable majeur. Par la suite, on a testé la validation cinématique des mouvements faits dans l'environnement virtuel vers le monde réel. Parce que pour ceux qui ont déjà joué, par exemple, à Wii Sport, vous avez probablement remarqué qu'il est possible de tricher en jouant au tennis. On peut juste faire des petits mouvements du poignet. Ça n'affecte pas notre score, puis c'est la même chose que la personne qui fait un grand élan au tennis. Nos patients peuvent aussi tricher quand ils font des jeux avec les jeux sérieux ou les jeux vidéo. Certains mondes virtuels peuvent aussi entraîner cette altération-là de la qualité de mouvement, puis entraîner des mouvements compensatoires. Donc, notre équipe voulait évaluer si les mouvements qui sont effectués dans un environnement virtuel en 2 dimensions, un truc à faible coût, étaient similaires à ceux faits dans le monde réel. Je vous passe les détails de comment on a fait ça, mais nos résultats ont montré qu'accomplir un mouvement dans un environnement virtuel, ça n'a pas encouragé des mouvements compensatoires indésirables, ni même un ralentissement de la vitesse. Par contre, on a quand même vu certaines différences, autant sur le temps pour atteindre la vitesse maximale de mouvement, ce qui nous suggère que les gens hésitaient dans l'environnement virtuel, comme ça leur prenait un bout de temps, OK, puis là, ils allaient à leur vitesse maximale. Puis la fluidité du mouvement était aussi altérée dans l'environnement virtuel, ce qu'on a évalué à l'aide de pics de vélocité. Le mot-clé, le message clé à retenir, c'est que les différences de cinématique entre l'environnement virtuel et le monde réel, ça doit être pris en considération lorsqu'on utilise des jeux sérieux ou des jeux qui sont faits pour la réadaptation ou pour le public en général, mais pas nécessairement des environnements qui coûtent des millions de dollars à développer. Puis aussi, ce qui est important, c'est que le clinicien demeure présent
pour observer ce que la personne fait, pour pouvoir faire donner du feedback, par exemple, si la personne adopte des mouvements compensatoires. La réalité virtuelle et les jeux sérieux supportent bien l'intégration des principes d'apprentissage moteur. Notre équipe s'est attardée au niveau d'intégration de ces principes d'apprentissage moteur-là dans la littérature chez les personnes non pas avec un AVC cette fois-ci, mais avec la paralysie cérébrale. Je vous le présente ici parce que je pense que c'est quand même pertinent pour ceux qui travaillent en neurologie. Donc, ce qu'on a remarqué, puis ça, je vous cible encore 2 messages clés. La réalité virtuelle est bien adaptée pour favoriser l'apprentissage de nouvelles tâches motrices chez les personnes avec une paralysie cérébrale. Par contre, il y a encore des choses à améliorer, par exemple la personnalisation des jeux, l'évaluation de la rétention et du transfert des habiletés, il reste à être mieux intégré en recherche. Finalement, je vous reviens au capteur portatif parce que non seulement ça permet d'évaluer ce que la personne fait à l'extérieur des thérapies, mais on peut aussi l'utiliser pour donner du feedback à la personne comme modalité d'intervention. Dans cette optique-là, par exemple, avec les capteurs qu'on a utilisés, on peut générer un rapport de mouvement sur l'utilisation du bras. Ça, c'est un rapport de mouvement chez quelqu'un avec un AVC en phase chronique, un AVC droit. Fait que vous voyez, en orange, ça, c'est le bras moins atteint, puis en bleu, c'est son membre supérieur parétique. Ça, c'est quelqu'un qui, visuellement, a l'air d'avoir très, très bien récupéré. Il y a un score de 64 sur 66 au Fugl-Meyer, des petites difficultés dextérité fine, coordination seulement. Fait que chez cette personne-là, on voit un écart entre l'utilisation du bras moins atteint puis du bras parétique, alors que chez les gens comme neurotypiques avec pas d'AVC ou pas d'atteinte neurologique, notre ratio d'utilisation des membres supérieurs est à peu près 50-50. Fait qu'on peut utiliser ce type de graphique-là pour envoyer par courriel à la personne, par exemple, ou sur une application, ou on pourrait même, visuellement sur la montre, montrer, vous utilisez votre bras gauche 40% du temps par rapport à 60% pour le bras droit, par exemple. Un des projets qu'on a à venir, c'est que cette fois-ci, on veut utiliser les capteurs chez les gens en réadaptation en phase subaiguë de l'AVC. On souhaite mieux comprendre comment les cliniciens utilisent les données des capteurs portatifs pour obtenir de l'information sur le fonctionnement à l'extérieur des milieux cliniques pour mieux personnaliser les soins de réadaptation. La façon dont on va faire ça, on va remettre les senseurs à la personne, leur fournir de l'information sur comment ça fonctionne. Ils vont être mesurés 1 semaine à la maison avec les 4 senseurs, 2 au poignet, 2 aux chevilles, 12 heures par jour. Puis ensuite, on va faire parvenir un rapport de mouvement au thérapeute. Puis, eux vont présenter le rapport de mouvement à leurs patients durant une séance de thérapie qu'on va filmer pour voir comment l'information est présentée à leur client. Est-ce que la thérapie est modifiée en fonction de ça? Puis quel est le type de recommandations qui sont faites? Et ça, on commence ça au CIUS Centre-Ouest et puis au CIUS Centre-Sud dans les prochaines semaines. Finalement, pas tout à fait en lien avec ma programmation de recherche, mais je me disais que je ne pouvais pas faire ma conférence d'ouverture et pas vous parler des travaux qu'on a fait récemment qui visent à améliorer la vie des jeunes qui ont un AVC. On a fait une analyse internationale des besoins, puis on vise à faire un plan de diffusion de connaissances. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sondé des gens avec un AVC à travers 9 différents pays, comme vous pouvez voir, à travers 4 continents séparés, pour savoir quels sont leurs besoins uniques. Quand on parle de jeunes avec un AVC, nous, on a utilisé 18 à 55 ans, et que les gens souvent actifs, qui travaillent encore, qui ont une famille, souvent des jeunes ou un peu moins jeunes enfants qui vivent encore à la maison. Ce que nos résultats nous ont dit, c'est qu'il y a plusieurs besoins spécifiques qui sont liés à l'âge de cette population-là, puis qui touchent tous les domaines de la classification internationale du fonctionnement. Autant au niveau des incapacités, des limitations d'activité et de participation, puis des facteurs personnels et environnementaux. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des besoins centraux qui touchent l'étude et le travail, la famille et puis les relations sociales, que ce soit
juste dater et se marier, avoir une famille. Fait que malheureusement, dans nos 9 pays à l'étude, incluant le Canada, les soins de santé et de réadaptation, ils ne sont pas ciblés pour les besoins de ces jeunes-là. Les soins sont beaucoup plus axés sur un point de vue gériatrique de l'AVC, puis n'ont pas personnalisé suffisamment aux besoins de nos jeunes. Et ça, voici quelques citations qui proviennent de nos travaux. Puis ça, je vais vous laisser les lire. Oui, il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi peu de ressources éducatives qui sont ciblées pour les jeunes avec un AVC. En termes de besoins principaux, en termes d'éducation, on a eu 4 priorités qui ont été identifiées, soit mieux comprendre quel est l'impact de l'AVC, les incapacités qui sont persistantes, puis le processus de récupération. Ensuite, de mieux prévenir l'AVC, de reconnaître les signes et puis reconnaître les symptômes et les causes. Il y a beaucoup de nos participants qui nous ont mentionné qu'en fait, ils ne s'étaient pas présentés à l'hôpital parce qu'ils ne pensaient pas qu'un AVC, ça pouvait passer chez un jeune, ce qui a retardé leur arrivée, ce qui a fait qu'ils n'ont pas nécessairement pu avoir accès à la thrombolyse. Ils nous ont aussi beaucoup parlé de l'importance de sensibiliser le public sur le fait qu'un AVC, ça peut arriver chez les jeunes, puis aussi des besoins, des incapacités qui sont invisibles souvent chez cette population-là, puis l'importance d'éduquer les proches aidants. Puis finalement, nos participants aimeraient ça avoir un guide pour les aider à naviguer le système de santé, parce qu'il y a beaucoup de ressources où aller, centre de réadaptation, qu'est-ce qui est offert par le CLSC, qu'est-ce qui est offert par les ressources communautaires, c'est difficile à naviguer. Fait que ça, avoir une carte pourrait les aider. On a eu récemment une subvention du CRIR en diffusion de connaissances. Donc, restez à l'affût dans les prochains mois. On vise à produire une courte vidéo d'animation pour sensibiliser le public qu'un AVC peut arriver chez les jeunes. Puis on va aussi développer quelques infographies pour commencer à pallier à ces besoins en éducation-là. Donc, je désire conclure en parlant des défis, des opportunités, des approches innovantes pour la pratique clinique et la recherche. Un des enjeux les plus importants, ça touche l'adoption des technologies ou des approches innovantes dans la pratique clinique. La recherche des 20 dernières années en transfert de connaissances, ça nous indique clairement que le temps est toujours manquant. Le coût d'une technologie ou d'une intervention, puis la facilité d'utilisation sont clés pour permettre l'adoption dans la pratique clinique. Les approches de recherche participative puis des espaces dédiés à ces approches-là, comme l'espace participatif ici, qui va être développé à l'URDPM, puis la conception qui est centrée sur la personne, sont vraiment des principes clés pour permettre le mariage entre la clinique et la recherche. La science du transfert de connaissances doit aussi être mise à profit, et ça, dès qu'on a une idée d'un projet de recherche ou qu'une technologie est développée. Puis finalement, mes travaux mettent en lumière l'importance d'une réadaptation de précision, car on sait que la doctrine « one size fit all », ça ne convient pas en réadaptation neurologique. Les progrès en intelligence artificielle vont aussi potentiellement pouvoir nous offrir plusieurs opportunités pour nous permettre de mieux personnaliser les soins de réadaptation ou peut-être nous aider à mieux choisir notre dosage ou la progression optimale pour une personne qui a eu un AVC. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, ou même, je tiens à réitérer que mes travaux futurs sont en lien avec 3 axes de recherche. Ma vision, c'est d'atteindre le potentiel maximal de récupération motrice pour les gens avec une atteinte neurologique. Mes axes de recherche sont d'évaluer les membres supérieurs, mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la récupération motrice, puis des interventions qui utilisent des nouvelles technologies ou des approches innovantes. Dans mes futures directions, dans les prochains mois à court terme, je vise à développer une intervention qui utilise des capteurs portatifs, évaluer l'efficacité du grass dance,
mieux comprendre le rôle du dosage de la réadaptation sur la capacité et la performance motrice, puis développer des ressources ciblées pour les jeunes avec un AVC. Donc, je vous remercie de l'opportunité de présenter. Et je veux remercier en recherche. Tous ces projets-là sont faits avec une équipe incroyable. J'ai beaucoup de collaborateurs, plusieurs sources de financement aussi qui m'ont permis d'accomplir tous ces projets-là. Super, merci beaucoup, Marika. Je serais curieux de savoir si certaines des directions ou des ambitions scientifiques de Marika ou certaines des projets de recherche projetés pour l'avenir, c'est ce que je voulais dire, vous interpellent davantage que d'autres, suscitent votre curiosité ou si vous aimeriez en savoir plus sur l'une ou l'autre de celles-ci. Il y en a sur les capteurs portatifs, développement de l'efficacité du grasp dance. Je voyais qu'il y avait ce rôle de dosage de la réadaptation là, sur la capacité et la performance motrice. Les ressources pour les jeunes avec un AVC. Adèle Prémont en physiothérapie à l'hôpital Juif. Juste pour répondre à votre question, je dirais personnellement, en tant que clinicienne, ça serait plutôt le projet Grasp Dance qui m'interpelle un peu plus et aussi les ressources pour les patients ayant un AVC, mais plus jeunes. On commence à avoir de plus en plus de cas plus jeunes, puis effectivement, les autres sphères qui touchent un peu moins la population gériatrique. On les voit un peu plus cliniquement, puis je pense que ça serait bien d'avoir des ressources additionnelles pour cette clientèle-là. Quelle serait la bonne façon de vous diffuser une fois qu'on va avoir créé les ressources? Quelle est la meilleure façon de vous envoyer le message que ça existe? Parce que c'est toujours un défi de trouver. Vous voulez dire aux cliniciens ou oui, aux patients? Pour que vous puissiez les diffuser ensuite à vos patients. Je pense que c'est toujours idéal d'avoir deux options, le volet électronique, mais je dirais aussi le volet concret papier, possiblement une rencontre ou quelque chose où on peut s'arranger pour avoir du sur place, parce qu'il y a beaucoup de nos patients aussi que c'est plus facile de récupérer des papiers en personne. Puis pour nous, c'est plus facile de les diffuser par voie électronique. Génial. Merci. Merci beaucoup. Je vois que deux questions sont apparues, ou trois même, sont apparues dans la fenêtre de clavardage. J'attire ton attention, mais on peut les prendre en ordre chronologique. D'abord de Dalia. Je vais commencer par Dalia. Merci, Marika. Je peux te laisser lire la question et je peux rajouter là si tu as besoin de préciser. Pour l'instant, on a regardé pour les capteurs portatifs pour les gens dans la communauté. On regarde RAS, les gens en CPA, puis les gens à l'externe subaigus comme tout de suite après l'AVC, puis subaigus un peu plus tard aussi. Pour l'instant, à l'interne, on n'a pas encore visé ça parce que j'ai des collègues qui l'ont essayé puis ils ont eu beaucoup de défis avec les capteurs qui se perdaient, les soins infirmiers qui oubliaient des mettre. Comme beaucoup de défis. On va commencer au moins aux gens qui sont à domicile. Puis par la suite, je pense qu'on va viser peut-être l'intégration à l'interne. Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt pour, j'essaie de réfléchir dans quel sens là, mais pour l'utiliser à l'externe, mais quand les patients viennent pour leur réadaptation. Donc, je comprends la pertinence de l'utiliser à domicile pour avoir l'information sur comment le membre supérieur est utilisé lors des activités quotidiennes, par exemple. Mais est-ce qu'il y aurait un intérêt aussi de l'utiliser pendant les séances de réadaptation, peut-être pour, je ne sais pas moi, mieux outiller la personne ou les habituer à utiliser le capteur ou bien donner des informations additionnelles aux cliniciens? Je pense que c'est une excellente piste de réflexion pour le futur. À court terme, non, parce qu'on veut pas donner ce fardeau supplémentaire-là aux cliniciens d'apprendre une nouvelle technologie, à comment gérer ça et autres. On va juste commencer les chercheurs s'occupent de la technologie, les cliniciens ont ça clé en main, voici les résultats. Dans une prochaine étape, je pense qu'on pourrait explorer ce que tu suggères. Parfait, merci.
Parfait, merci Dalia. Je vois des choses qui sont plutôt des commentaires que des questions. Je vois que quelqu'un a dit la Fondation des maladies du cœur et de l'AFC, on y réfère beaucoup de clients. On est en conversation avec eux. Il y a tellement de priorités. Eux aussi développent des ressources pour les jeunes avec un AVC. Fait qu'on s'est parlé pour être sûr qu'on ne développait pas la même chose en même temps et qu'on développe des choses complémentaires, puis vice-versa, eux vont nous partager leurs choses, nous, on va partager les leurs. Fait que oui, on travaille avec eux parce qu'il y a tellement de choses à faire. Nous, à court terme, on a décidé d'aller sur le grand public. Eux vont cibler les jeunes qui ont un AVC pour pouvoir travailler ensemble. Ensuite, pour vos commentaires sur oui, il y en a de plus en plus de jeunes, c'est 1 sur 10. Et souvent, on pense que les AVC, ça arrive chez les personnes âgées, mais 1 sur 10, c'est des jeunes en bas de 50 ans. Puis, globalement, à travers le monde, les chiffres augmentent à travers le temps. Ça ne serait pas étonnant que, c'est des vieilles statistiques que je vous dise, mais si on refait les statistiques maintenant, bien, il y a peut-être un nombre plus élevé. Et Marika, il y a un commentaire sur la gaming room ou la salle de jeu de l'hôpital juif de réadaptation. Je ne sais pas si tu es familière ou si tu peux voir l'utilisation des capteurs. Je ne sais pas s'il y a moyen d'envisager une intégration à cette salle-là. Je te relance la question. Oui, venez m'en parler. Ça me ferait plaisir. Parce que ça pourrait être une belle façon de voir aussi. Et voici à quel point vous utilisez plus votre bras pendant que vous faites ça. Vraiment, le côté intensif, ça permettrait de quantifier à quel point les gens utilisent plus leurs bras que s'ils faisaient une activité haute de divertissement. Merci. Puis Véronique Cournoyer, je crois que c'est le groupe là, qui est ensemble à l'hôpital juif, signalait, en fait, pose la question, crois-tu que l'utilisation des capteurs aux membres supérieurs chez la clientèle AVC pourrait avoir une incidence sur l'augmentation des douleurs à l'épaule du membre émis? Oui. Peut-être, on ne le sait pas. Mais c'est sûr que qui dit bouger plus fait qu'il y a un risque qu'on puisse augmenter les douleurs. Fait que ça, dans le projet qu'on a en cours, l'éthique a vraiment assuré qu'on mesure ça vraiment de façon précise. Ça ne s'est pas passé chez les gens en phase chronique, mais je m'attends à ce que ça soit différent chez les gens en phase subaiguë. Fait qu'on va regarder ça vraiment précisément pour être sûr. Parce que mon impression clinicienne, c'est oui, peut-être. Et Véronique Cournoyer, son équipe ou l'équipe qui l'entoure l'a dit merci, super. J'ai travaillé avec Véronique, on était sur la même équipe à une certaine époque. Voilà. Ah, tiens, une autre question de Marie-Claude Lemonde qui demande si les capteurs sont ciblés pour une catégorie de récupération, par exemple 4 et plus au CMSA. Nous, quand on a fait en phase chronique, on a décidé de ne pas en fait cibler ça du tout parce que la majorité des chercheurs vont aller chercher, les autres équipes de recherche vont chercher les gens en fait 5-6 au CHEDOC. Nous, on a décidé qu'on ouvrait ça très large. Fait que nos gens, on n'a pas administré le CHEDOC, on a administré le Fugl-Meyer, mais ça variait d'un 18, fait qui est probablement un 2 au CHEDOC, 2, 3, jusqu'à 7. Fait qu'on a vraiment eu l'ensemble de ça. Nos participants plus sévères ont fait que nous ont rapporté qu'eux ne voyaient pas autant la pertinence parce qu'ils disent « Mon bras ne fonctionne pas, il n'est pas fonctionnel, je ne peux pas l'utiliser dans la vie de tous les jours, même si vous me donnez du feedback de l'utiliser plus. Je n'arrive pas à attraper rien, je n'arrive pas à aller chercher. » Quand on a fait une rencontre avec les cliniciens, ceux-ci nous disaient qu'on visait peut-être plus 3, 4, 5, 6, puis potentiellement 7, bien récupérés, mais qui ont encore des petites problématiques. Super, merci encore pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou suggestions? Sinon, j'en ai peut-être une question au groupe de mon cru. Je vais juste remettre mon courriel dans le chat si jamais vous avez des questions de plus ou que vous auriez certains intérêts ou des choses vous avez des idées en clinique, que vous aimeriez un chercheur pour vous aider, bien, contactez-moi, ça va faire plaisir. Bien, nos esprits se rencontrent, Marika, parce que je voulais souligner la présence de collègues et collaborateurs de CIS et CIUS de l'extérieur de Montréal. J'ai vu des collègues de Chaudière-Appalaches, je crois, de Laurentides. Ailleurs, j'en ai manqué sans doute. Donc, le chemin
formelle pour mailler des collaborations de recherche clinique. Il existe encore certains obstacles. Il y a du travail de pionnier à faire un petit peu là-dessus, mais je tiens à communiquer là, aux gens de l'extérieur de Montréal qu'on est sur cette question-là ici à l'IURDPM et donc des solutions seront trouvées au cours des mois à venir. Je vous invite à manifester votre intérêt à Marika ou à notre équipe de l'IURDPM. Elles trouveront leur chemin et nous ne les perdrons pas. Alors, s'il y avait un intérêt, surtout de la part de cliniciens, pour le recrutement de patients, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Les chemins existent et seront tracés. Mais pour les collaborations avec des équipes cliniques et tout, s'il y a un intérêt, n'hésitez pas à vous manifester. N'est-ce pas? Puis, entre-temps, je vois qu'une autre question a été formulée. Oh, deux autres. Avez-vous une période ciblée pour la sortie du GRASP Danse? En gros, on vise à faire la mise à l'essai comme cet été. On veut finaliser notre contenu dense. On pensait tourner les capsules vidéo à l'automne, puis faire un premier essai avec des gens dans la communauté qui pourraient potentiellement provenir de l'extérieur parce que ça se fait tout à distance. Et que ça, on pense janvier-février à peu près. Les choses bougent lentement en recherche. Effectivement. Merci. Puis, un autre commentaire ou une question qui vient de l'Hôpital Juif de réadaptation. Est-ce qu'un démo en personne serait possible à la salle de jeu de l'Hôpital Juif avec des capteurs à court terme? Oui, Chantal. Oui, dès que j'en reçois plus, parce que là, j'en ai comme juste un kit, dès que j'en reçois plus, ça va me faire plaisir de coordonner et venir vous voir en personne. Je vais dire au bénéfice de l'enregistrement et de celles et ceux qui verront l'enregistrement plus tard, là, la salle de jeu est très appréciée, dit-on, toujours à l'Hôpital Juif de réadaptation. Et elle apporte de la nouveauté, ou en fait, apporter de la nouveauté serait vraiment un atout. On te remercie, Marika. Ça fait plaisir. Marika, veux-tu glisser un petit mot sur le déploiement du projet cet été, parce qu'on est à la recherche, je crois, encore, bien, ici au CIUS du Centre-Sud spécifiquement. Et Centre-Ouest, on est à la recherche de cliniciens provenant des programmes CPA puis RAS. Si vous êtes intéressé, on aimerait ça avoir vos impressions sur les capteurs portatifs avec un groupe de discussion d'une 90 minutes fait à distance. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Il y a un courriel qui circule dans les équipes actuellement là, avec un doodle si vous êtes concerné par ceci, si vous vous adonnez à provenir de ces équipes. On en profitait pour faire une petite relance. Bon. Parfait. Bien, merci à tout le monde. Merci, Marika.